Donc, de mon côté, c'est Jean-Paul Guénon-Mussy, Paul Mécatech, responsable de tout ce qui est activité avec les batteries. Et je vous donne la bienvenue à ce webinaire d'information sur les enjeux et la circularité des batteries, notamment pour introduire le programme CIRCO, mais pas que. Donc, le programme, c'est le contexte par rapport à la chaîne de valeur batterie en Wallonie. On parlera aussi de tout ce qui sont les enjeux d'éco-conception circulaire pour le recyclage. Ce sera fait par Lionel du CRM. Et puis, on continuera avec la présentation de BEBAT sur le réemploi de batteries rechargeables et surtout sur un appel à projet qui existe en ce moment. Et on va finir par présenter ce qui est la méthodologie de CIRCO et toutes les activités qu'on est en train de mener au sein du pôle Mécatech dans ce respect. Donc, premièrement, je voudrais introduire un peu ce qui est le pôle Mécatech. Donc, le pôle Mécatech, c'est un de 6 pôles de compétitivité wallons. Je vais parler dans les détails. Je vais simplement vous dire que c'est un peu une petite histoire. Si vous êtes quelqu'un qui est entrepreneur, vous avez des idées, vous avez plein mais aussi vous avez plein de défis. Le pôle Mécatech est là pour vous aider à passer au-delà de ces défis. Donc, le pôle Mécatech, c'est un peu comme un Sherpa qui va vous aider à faire un peu, à prendre de la hauteur, à pouvoir arriver au sommet. Et pour ça, le pôle Mécatech travaille avec beaucoup de différents types de parties prenantes, soit du gouvernement et soit des acteurs de terrain. Qu'est-ce que le pôle Mécatech va faire? Ça va faire en sorte que vous puissiez trouver des partenaires pour pouvoir mener à bien des programmes d'innovation collaborative. Hein. C'est ça qui est très important. Et vous allez avoir en fait moyen de pouvoir aller au-delà de la montagne qui est représentée par les défis et pouvoir trouver moyen de générer de la valeur ajoutée, ce qui apporte du bénéfice à la société en créant des nouveaux jobs, en valorisant la recherche avec de nouveaux brevets, de nouveaux services, de nouveaux produits. Ça, c'est un peu ce que le pôle Mécatech fait. Et retenez simplement que depuis la création du pôle, depuis 2007, le pôle a octroyé des subsides à une hauteur de 147 millions d'euros. Et ça, c'est des chiffres de l'année passée, donc c'est encore plus à cette année. Donc, moi, je suis, comme je disais, responsable de tout ce qui est lié aux activités batterie au sein du pôle. Et il y a deux grosses branches, en fait. Il y a ce que nous, on appelle le parcours Europe, qui est un parcours pour permettre aux entreprises qui développent des technologies, donc à bas TRL, d'arriver à rentrer dans des consortia européens. Hein. Et puis, sinon, il y a le Circo Batteries, comme on appelle. Et ça, c'est un parcours différent, qui est surtout mené par Laetitia, ma collègue, qui n'est pas là aujourd'hui, et que c'est surtout pour des entreprises qui s'intéressent à des développements de haut TRL, donc près du marché. Et je fais partie de ce qui est appelé dans tout ce qui est la stratégie wallonne d'économie circulaire, ce qu'on appelle une task force métallurgie, transport, batterie, pour une raison très simple, c'est parce que cette stratégie est divisée en 6 gros axes, et c'est l'axe métallurgie et batterie notamment qui est mis en valeur et qui est géré en fait par le pôle Mécatech en représentation du gouvernement. Donc, je vais faire maintenant une petite mise en contexte sur les enjeux globaux et régionaux des batteries. Donc, voici un peu la situation en 2017. 30% de toute la production automobile au niveau électrique était fait en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu besoin d'un grand changement pour y arriver. Et il y a eu toute une série de mesures au niveau européen qui ont permis que ça arrive. En ce moment, en fait, l'Europe a déjà dépassé la Chine même
au niveau du marché pour les voitures électriques. En fait, à partir de 2020, vous pouvez le voir, l'Europe a dépassé la Chine et aujourd'hui représente plus d'un tiers du marché global au niveau de voitures électriques. Et ceci a été favorisé énormément par toute une série de mesures qui ont été prises au niveau de la régulation. Donc, si on va un peu en détail dans les grands défis, en fait, on voit que les matières premières commencent à faire défaut. On voit que pour les matières premières principales des technologies qui sont utilisées en ce moment, les NMC notamment, on voit qu'il y a des déficits en production de cobalt et du cuivre. On attend en fait des problèmes d'approvisionnement prochainement de pas mal d'autres constituants des batteries, notamment le lithium à partir de 2024, le graphite, le nickel et ainsi de suite. Ceci à cause de la demande exponentielle de batteries. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces matières premières, notamment le cuivre, le lithium et cobalt, sont sous stress. Il y a des demandes qui sont exponentiellement élevées. Et ceci vraiment vient en fait en contraposition avec toutes les actions qui sont pour le climat. Parce que plus on extrait et plus on génère un impact négatif à l'environnement. Donc, comme je le disais, la capacité est en train d'augmenter et même au-delà des scénarios les plus positifs. Et ceci, ça se voit vraiment concrètement dans la réalisation des gigafactories un peu partout en Europe. L'Europe qui avait en fait pris du retard par rapport à l'Asie et aux États-Unis, maintenant, depuis quelques années, se réveille. Des gros projets ont vu le jour, en commençant par les pays scandinaves, mais pas que. Il y a aussi toute une série de projets qui commencent à voir le jour aussi dans les pays plus de l'Est, en Allemagne et aussi plus à l'Est. Et puis, plus récemment, on entend aussi des annonces d'investissement aussi tout près de la Belgique, au sud de la Belgique, donc dans le nord de la France. Donc, la Belgique vraiment est maintenant entourée de pas mal vous le voyez dans la carte, de pas mal de points qui représentent des investissements, soit potentiels, soit concrets. En fait, plus c'est des couleurs bleues dans les investissements, plus c'est que c'est des projets qui sont soit déjà complètement tout a été accepté, soit c'est en opération. Donc la soutenabilité est un élément central. Et il y a toute une série de régulations qui viennent maintenant en Europe pour que cette croissance, pour que tout ce développement technologique soit aussi accompagné d'un certain, en fait, le côté environnemental pour ne pas partir complètement en dérive. On va toucher ça plus en détail avec la présentation qui vient plus tard, qui va être donnée par Lionel. Et juste ici, il y a un overview en fait, de toute la chaîne de valeur entre les matières premières jusqu'au recyclage des batteries. Et on voit que même si on pourrait recycler tout ce qui est disponible aujourd'hui, hein, en fait, le dernier, si vous voyez les tout dernières barres représentent tout ce qui est disponible au niveau de matériel pour produire des batteries. C'est insignifiant comparé aux besoins pour intégrer les nouvelles batteries dans les voitures. Donc, les matières premières nécessaires aujourd'hui sont tellement, il y a un volume tellement important que même si on recyclait à 100% les batteries existantes, ce ne serait pas assez, même pour un tiers de ce qu'on a besoin en tant que volume. Donc, ceci donne, en fait, ça permet de tirer quelques conclusions. En fait, le marché de la batterie est en train d'exploser. C'est surtout à cause de l'électromobilité, comme vous l'avez déjà remarqué.
en Belgique, la plupart des sociétés maintenant sont très intéressées à faire, à promouvoir l'utilisation de voitures électriques. Et tout un chacun a beaucoup d'encouragement aussi fiscal. Donc, l'Europe est aussi le leader du marché des batteries et aussi est en train de prendre le leadership dans la production. Ça ne va pas être comme la Chine ou les États-Unis, mais c'est en train de changer de façon importante, notamment parce qu'il y a un revirement complet en fait, au niveau de tout ce qui est manufacturing en Europe, pas seulement pour les batteries, mais en général, on est en train de réindustrialiser l'Europe de telle façon de pouvoir manufacturer des produits, et en particulier des batteries. Mais pas que, aussi l'Europe est en train de pousser beaucoup plus pour l'exploitation de nouvelles mines qui permettraient d'être moins dépendants. On ne va pas être indépendant, mais on va être moins dépendant. Et aussi au niveau du recyclage. Donc les matières premières, c'est un des facteurs limitants les plus importants pour la croissance de ce marché. Et le recyclage de batteries en Europe n'est pas suffisant. Même à l'horizon 2030, n'est pas suffisant. Donc, les opportunités pour tout ce qui est batterie, deuxième life, deuxième vie des batteries, et tout ce qui est la possibilité de récupérer des matériaux et des matières premières qui permettent de produire des batteries, vraiment, c'est très clair que les opportunités là-bas, dans ces deux secteurs, sont très importantes. Maintenant, je vais passer rapidement en revue une étude qu'on a faite par rapport aux acteurs. Hein. Ici, vous pouvez voir qu'il y a en fait 5 gros piliers qui sont des piliers qui sont, disons, qui sont alignés avec la façon de voir la chaîne de valeur au niveau européen. Donc, il y a un premier pilier qui est tout ce qui est matières premières, un deuxième pilier qui est les matériaux actifs, active materials. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qui a à voir avec les matériaux déjà qui sont purifiés et qui sont transformés en matières premières pour les électrodes. Tout ce qui va à l'intérieur de la batterie. Un troisième pilier qui est surtout sur tout ce qui est manufacturing. Donc, transformer les matériaux actifs en un device, un produit qui va fonctionner. Et puis, il y a tout ce qui est application and integration, donc le quatrième pilier, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la batterie, donc l'intégration des cellules dans des packs qui par après vont être connectés et qui vont permettre à un véhicule de fonctionner ou à n'importe quel autre device. Et finalement, le cinquième pilier, c'est tout ce qui est recyclage et deuxième vie, donc tout ce qui vient après la première vie de la batterie. Donc, qu'est-ce que nous, on a remarqué, en fait, c'est qu'en Belgique, on a fait une étude sur tout ce qui était Wallonie, mais aussi les régions avoisinantes. On a une chaîne de valeur très riche, en fait. Et notamment, les deux piliers, en fait, les piliers des matières premières et le dernier pilier, le cinquième de recyclage et deuxième vie, par des raisons historiques, en fait, parce qu'en Wallonie, on a toute cette tradition industrielle, on a en fait des grosses entreprises qui peuvent traiter des grosses quantités de matières premières. Mais aussi, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont dans le secteur de la réutilisation, donc l'utilisation des piles existantes dans le but de de leur donner une deuxième vie. Donc, si on se focalise sur les matières, en fait, maintenant, j'aimerais me focaliser sur le dernier pilier, donc le recyclage et la deuxième vie. On a des entreprises, en fait, deux types d'entreprises. C'est premièrement les entreprises qui sont plus dans le recyclage notamment, comme Comet, Hydrométal, Everzing. Hein. Et puis, on a des entreprises qui sont plutôt dans la réutilisation, donc comme Octave, Bistor,
et Watt Forever, hein, entre autres. Dans les régions avoisinantes, notamment en France, on a des entreprises comme Snam, par exemple, qui font aussi de la deuxième vie, qui récupèrent des batteries. On a Sunbat, qui est plus en Flandre, et Decarbone. En fait, finalement, ce que nous, on est en train de faire, en fait, Open Mecatech, c'est d'essayer de comprendre, en fait, pour chacun des acteurs dans la chaîne de valeur, quels sont les défis transversaux et pourquoi. Parce qu'en fait, ce qu'on aimerait savoir, on aimerait faire, c'est de vous inviter à partager vos défis et trouver des synergies pour pouvoir solutionner ces défis de façon à qu'on puisse collaborer de façon collaborative et vous permettre d'accéder à des fonds européens ou des fonds wallons pour pouvoir faire de l'innovation ensemble. Donc, avant de terminer, je voulais dire simplement, si vous êtes intéressé à partager vos idées, vos défis et avoir des discussions à ce respect pour nous permettre d'avoir une connaissance plus riche de la situation et pouvoir voir comment vous aider à vous connecter entre vous et trouver des façons d'innover ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Mon email est ici en dessous, c'est jean-paul.demussy@polmecatech. Et sans faire plus, j'aimerais donner la parole à Lionel, parce que j'ai dépassé mon temps, qui va parler sur les enjeux de conception circulaire pour le recyclage des batteries. Merci Jean-Paul. Lionel. Je vais essayer de rattraper un petit peu le temps, même si c'est pas évident. Oui, voilà, donc Lionel du CRM Group. Tout d'abord, peut-être avant de parler des enjeux de conception circulaire pour le recyclage des batteries, je vais vous présenter rapidement le CRM Group, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc le CRM pour Centre de recherche métallurgique. Donc nous sommes un conglomérat de centres de recherche situés sur Liège et sur Gand, qui regroupe un peu plus de 270 chercheurs avec un budget annuel de 40 millions d'euros et des investissements en termes de ligne pilote de l'ordre de plus de 4 millions d'euros par an, qui a pour but d'aider les entreprises à innover et en particulier sur des thématiques stratégiques. Je ne vais pas toutes les citer, mais celles qui nous concernent aujourd'hui, c'est la transition énergétique et l'économie circulaire. Nous avons une deuxième casquette au CRM, c'est que nous sommes chefs de file d'une initiative d'innovation stratégique qui s'appelle Win4C, donc Walloon Initiative for Circular Materials, qui est une initiative qui a été déposée suite à l'appel à manifestation d'intérêt par l'administration d'initiatives d'innovation, donc dans le cadre de la stratégie de spécialisation intelligente de la région wallonne. Donc, nous sommes une des 19 IS labellisées, et donc il y en a 2 autour de l'économie circulaire. Celle-ci, Win4C, dont l'objectif affiché est d'être reconnue, que la région wallonne soit reconnue en 2030 comme la Recycling Valley, dans le sens noble du terme, où on arrive à capter les flux et à les revaloriser de manière vertueuse. Devenir la Recycling Valley de l'Europe d'un point de vue innovation et aussi d'un point de vue de la mise en place d'une véritable économie circulaire des matériaux technologiques. Et ici, le terme matériaux technologiques a son importance parce que on cherche justement à décloisonner les chaînes de valeur. On regroupe dans cette IIS des acteurs de la chaîne de valeur métaux et batteries, de la chaîne de valeur autour des minéraux et de la construction et aussi plastique. Parce que aujourd'hui, les solutions qu'on envisage, tous, pour la plupart, en tout cas une partie des solutions envisagées pour répondre aux enjeux de la transition énergétique ou écologique d'une manière générale, est un ensemble de solutions technologiques qui font appel à ces matériaux-là. Alors, ça, c'est l'ambition affichée. Comment on fait ça? On met en réseau les acteurs, entre eux, déjà, pour qu'ils se parlent, pour qu'ils sortent de leur chaîne de valeur respective. On les aide à innover, donc en mettant en place des projets d'innovation autour de l'économie circulaire. On les accompagne dans le dépôt de ces projets et dans le rayonnement hors des frontières. Et aussi, on a une mission de formation, donc accompagner ces gens-là, donc ces entreprises qui n'ont pas forcément une sensibilité forte au modèle d'économie circulaire. On peut les accompagner aussi au travers de cette IS
donc en vue de rayonner à l'international, comme je l'ai dit. Et donc ici, aujourd'hui, dans cette IS, on va trouver un peu plus de 80 acteurs, aussi bien publics que privés, ou universitaires et centres de recherche. Donc ça, c'était pour le petit côté promotionnel. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc sur les enjeux de circularité sur les batteries. Donc déjà, j'ai pris le parti de ne parler que de batteries rechargeables. On va déjà éviter les batteries non rechargeables dans un premier temps, parce que celles-ci sont d'une part appelées à disparaître progressivement, hein, et d'autre part répondent moins aux critères, on va dire, de circularité. Et si on devait regarder ces batteries rechargeables, on va les catégoriser en 3 grands domaines. Donc les applications portables, qui sont vos objets du quotidien. Transport, je pense que Jean-Paul en a déjà pas mal parlé, et on voit bien sur le graphe de droite que ça va être quand même ce qui va cannibaliser, entre guillemets, une grande partie de la production de batteries rechargeables, le transport, le véhicule électrique en particulier, et aussi le stockage stationnaire, puisque la transition doit se faire avec des énergies renouvelables intermittentes, entre autres. Et donc, il y a des enjeux de stockage stationnaire associés à ces énergies-là. Et on verra que le stockage stationnaire peut être une deuxième vie, justement, après le transport. Maintenant, je fais un focus un peu plus précis. Pourquoi les batteries lithium-ion? Parce que c'est ce qui nous entoure aujourd'hui. Si on regarde un petit peu ce graphe qui donne le meilleur compromis entre légèreté et compacité des batteries, on voit que le lithium-ion et la batterie, la technologie lithium-ion est une technologie qui se positionne plutôt bien, on va dire en successeur logique des technologies nickel et des batteries plomb-acide. En attendant les batteries de prochaine génération lithium métallique qui permettraient théoriquement d'avoir des densités d'énergie et énergie spécifique plus élevées et une sécurité accrue, on est encore en plein dans ce domaine-là de la batterie lithium-ion. Alors, comme je le dis, densité énergétique et énergie spécifique élevée, mais d'autres avantages présentés par ces batteries-là, un faible taux de décharge, pas de maintenance ou d'amorçage, différents types de cellules, on verra plus tard si c'est un avantage ou un inconvénient. Dans la catégorie des inconvénients, c'est que ça nécessite la plupart du temps ce qu'on appelle un battery management system et un vieillissement qui ne se passe pas toujours très bien. Alors avant de parler de composition, on va parler des formes et des dimensions. Donc la force potentielle de ces batteries-là, c'est qu'elles sont ajustables en tout type de forme. Pour peu qu'on respecte la règle qui veut que un empilement, ça donne la tension ou la puissance, et plus les surfaces des différents matériaux seront grandes, plus on stockera d'énergie. Et donc, on va pouvoir catégoriser en 3 grandes catégories. Donc, cylindriques qui vont se retrouver avec des casings durs, donc les piles, un peu à l'instar des piles qu'on connaît déjà aujourd'hui, et les batteries prismatiques, donc avec 2 cas de figure, les pouch cells, qui sont des batteries un peu plus flexibles, avec des casings plus légers, généralement plastiques, et des hard cases qui sont des emballages généralement aluminium. Ici, donc, première difficulté, c'est très bien, c'est customisable à l'infini, mais on a une variété de dimensions qui peut rendre la fin de vie difficile. Excepté dans le cas de la pile cylindrique, où généralement on a 3 dimensions qui dominent le marché, la 18-650, 21-700, 26-650, qui sont celles qu'on va trouver et qui amènent une certaine standardisation dans le format, qui peut être intéressant dans le cas d'une deuxième vie ou d'un recyclage de cette batterie-là. Alors, pour continuer sur l'analogie de l'automobile, comme l'a fait Jean-Paul, dans l'automobile électrique, on trouve les 3 types de piles. On va retrouver la cylindrique, donc typiquement, par exemple, dans le modèle de Tesla, on va retrouver cette pile cylindrique. Je pense qu'ils sont en évolution de pile sur la taille de la pile, mais qui va se retrouver au sein d'un module, donc 444 cellules par module, et ces modules qui vont se retrouver au sein d'un pack pour former la batterie complète. Et après, vous allez chez BM ou Nissan, vous allez avoir d'autres types de piles, vous allez retrouver les prismatiques ou pouch, et avec un nombre de piles, de cellules par module différent, un nombre de modules par pack différent, et une dimension du pack, un poids du pack qui est un petit peu différent à la fin. Au niveau de son fonctionnement et de sa composition, la pile, ça a l'air simple sur le papier, parce que si on Google le fonctionnement d'une batterie lithium-ion, on va tomber généralement sur ce type de schéma. On se dit, c'est une cathode, c'est une anode, il y a un électrolyte, un séparateur, les ions lithium circulent dans un sens, les électrons dans l'autre, c'est super. Mais dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe, parce que comme je l'ai dit, généralement, ça s'accompagne d'un système de management de la batterie,
pour certaines applications, donc le casing qu'on va retrouver, et parfois même un système de refroidissement de la batterie pour être sûr qu'elle fonctionne dans des plages de fonctionnement acceptables. Et donc, si on regarde la batterie moyenne qu'on va trouver sur le marché, en fait, c'est juste une addition de tout un tas de matériaux. Donc, on va retrouver les matériaux d'anode, cathode, on va retrouver tout ce qui est management périphérique de la batterie, le casing, le module, et avec des taux plus ou moins élevés, des natures plus ou moins élevées, des métaux comme des plastiques, et des dangerosités plus ou moins différentes également. Par exemple, dans le domaine des électrolytes, des séparateurs, on a des matériaux valorisables, souvent liquides, mais qui présentent une certaine dangerosité. Donc on pressent déjà à ce stade-là que le recyclage à la fin de vie, ça ne va pas être une partie de plaisir, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors avant même d'essayer d'envisager de la recycler, il faut la démanteler. Et ici, on fait face déjà aux premiers problèmes, qui sont le démantèlement de la batterie. Donc pour continuer sur l'exemple de la batterie électrique, on va avoir, comme on l'a dit précédemment, une variété de tailles et de formes différentes en fonction de la voiture qu'on va essayer de démanteler et des systèmes de fixation qui sont différents. Après, ces systèmes de fixation, ils ont vécu eux-mêmes. Donc, dans des systèmes boulonnés, on va avoir potentiellement des problèmes de dévissage au niveau de la tête de vis. On peut avoir la voiture qui a eu sa propre vie, qui a vécu des accidents, ou ce genre de choses-là. Donc, une fois qu'on a réussi à démonter ce gros pack, donc on va arriver au désassemblage en tant que module. Ici, on vient faire face à un autre nombre de difficultés, donc qui peuvent être les mêmes que celui du désassemblage depuis la voiture, concernant les vis, la manipulation, la mise en sécurité aussi, qui est un sujet assez important concernant les batteries lithium-ion, puisqu'il faut s'assurer qu'elles n'explosent pas ou qu'elles ne relarguent pas des gaz dangereux pour les opérateurs. Puis après, on va aller sur les chaînes du module, où là, selon le type de fabrication, on peut avoir des fabricants qui ont mis des joints, des sealants, typiquement pour maintenir les batteries les unes avec les autres, ou alors des systèmes de fixation entre cellules qui peuvent varier de l'une à l'autre, qui rendent... Ouais, j'ai un écho là, quelque part. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Et enfin, on va arriver au stade de la cellule. Là, on va essayer d'aller revaloriser les métaux un petit peu intéressants, hein, lithium, magnésium, cobalt, manganèse, cobalt et nickel, et le carbone d'un autre côté. Et alors ici, deux cas de figure. On se retrouve dans le monde idéal où on a fait de l'éco-design et on peut s'imaginer que notre batterie cellule se démantèle facilement. On va retrouver d'un côté la cathode, d'un autre côté l'anode, et la partie plastique se sera enlevée facilement. Et juste par des opérations de délamination, de désassemblage simple, on va pouvoir réutiliser les matériaux. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe. Généralement, votre batterie, on va aller la broyer, on va retrouver des pocos un peu plus ou moins entremêlés, et par différentes opérations de tri, on va essayer de récupérer les différents composants revalorisables, donc non pas dans leur forme d'origine, mais sous la forme de copeaux. Et d'un autre côté, on va retrouver la black mass, donc le terme NMC, hein, qui donne une composition chimique bien précise ici d'un type de batterie lithium-ion. Donc ça va se retrouver sous la forme de black mass, sachant que je ne l'ai pas évoqué tantôt, mais il existe différentes compositions possibles pour une même batterie lithium-ion. On peut faire varier le taux de nickel, euh, lithium, etc. Donc on va se retrouver avec cette poudre-là, dont il va falloir faire quelque chose. Et ici, on arrive aux enjeux de recyclage. Donc, où on va avoir trois grands domaines de recyclage. Les procédés thermiques, dits pyrométallurgiques, les procédés en voie aqueuse, hydrométallurgiques, et une autre voie qui est plus exploratoire aujourd'hui, mais qui présente un intérêt fort, comme on peut le voir ici, c'est le recyclage direct. Essayer de réutiliser, même si c'est sous forme de copeaux, certains matériaux, et en particulier dans la black mass, de réutiliser directement ces matériaux-là. Et en fait, ici, on va aller vite, hein. On voit bien que chaque méthodologie a ses avantages et ses inconvénients. Donc chaque méthode, la pyrométallurgie était une technologie éprouvée, mais pour lesquelles on peut avoir une utilisation d'énergie extensive, donc une empreinte environnementale associée qui n'est pas bonne et un coût d'investissement élevé. Là où l'hydrométallurgie va générer des rejets potentiellement difficiles à traiter, donc waste generation, ou alors n'est pas tout à fait au point pour traiter la complexité de certains matériaux,
ce genre de choses-là. Et alors, le direct recycling, ça serait la méthode phare, méthode préférée pour aller récupérer en particulier tout ce qui est métaux constituant la cathode. Aujourd'hui, c'est très peu mature et directement impacté par l'absence de facilité lors du démantèlement. Si on avait des batteries, des cellules qui désassemblaient facilement, nul doute que le direct recycling aurait de beaux jours devant lui. Donc il y a des initiatives en cours, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas le standard aujourd'hui. Alors que dit la réglementation européenne? On a longtemps vécu avec la directive 2006 sur les relatives aux batteries et aux déchets de batterie. Et en 2020, le Parlement a proposé de réformer un petit peu ça. Et on est arrivé avec l'adoption en décembre 2022 d'une nouvelle législation sur les batteries plus durables et plus circulaires. Le document est un peu long, mais il est intéressant à lire. Je vous en fais un petit résumé par la suite. Grosso modo, ce qu'il faut retenir de la réglementation européenne, c'est un peu ce que Jean-Paul a déjà dit, c'est que le recyclage ne pourra jamais subvenir seul aux besoins d'un pays en croissance économique, il pourra juste y contribuer. Mais en tout cas, c'est une bonne voie pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, entre autres choses, quoi. Ou alors éviter l'extraction des métaux intensifs. Et alors, quelques chiffres clés sont donnés dans cette directive pour soutenir le principe d'économie circulaire. C'est qu'il est prévu qu'aux échéances 2030 et 2035, les batteries contiennent un pourcentage de matière recyclée. Donc là, on voit quelques chiffres qui sont donnés concernant cobalt, lithium, nickel, d'ici 2030 ou 2035. Et alors, sur le taux de recyclage, ici aussi, on a des taux qui sont de plus en plus élevés. On vise en tout cas à essayer de revaloriser un maximum, de recycler un maximum de batteries euh, à horizon 2030 et 2035. Alors, on a beaucoup parlé de voitures électriques. Tout n'est pas parfait, mais il y a déjà l'économie circulaire qui se met en place dans le domaine de la voiture électrique. Donc, on sait bien aujourd'hui qu'après une phase d'utilisation de la batterie dans le véhicule électrique, généralement, on prévoit une seconde vie. Alors, souvent pour du stockage stationnaire, pour aller répondre à certains besoins du réseau. Ça peut être réguler la fréquence du réseau ou alors éviter des pics, enfin, de la congestion du réseau. Donc, on voit bien que des démarches se mettent en place dans le cadre de la mobilité électrique. Mais ce n'est pas, on a bien vu que ce n'était pas que la mobilité électrique, les batteries, il y a tout un tas d'autres choses. Et alors là, je mets un exemple un peu provoquant, on va dire, d'un bien, entre guillemets, de consommation. Donc ça, on en trouve, hein. Alors, moi, j'en ai pas personnellement, mais on en trouve. Bah, typiquement, moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ça? Une fois qu'on est en fin de vie, donc là, on est typiquement dans le cas de figure où on va retrouver à peu près les mêmes matériaux hein, que dans une batterie électrique pour la voiture, hein. On va trouver des métaux, on va trouver du plastique. Déjà, il faudrait savoir dans quelle poubelle on la jette et qu'est-ce qu'on en fait. Comment on va aller rechercher ces matériaux qui sont là-dedans également, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est, pour revenir à un message du début, essayer de casser un peu les frontières et réfléchir fin de vie, casser les frontières entre les différentes chaînes de valeur et repenser la conception dès son démarrage, ça a certainement un avantage pour essayer de perdre au moins possible certains matériaux qui sont indispensables pour la transition écologique. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci Lionel pour ta présentation. Maintenant, j'aimerais proposer à Philippe de partager son écran et en fait, Philippe va nous exposer en fait un nouvel appel à projet de BEBAT pour les entreprises qui se lanceraient dans la deuxième vie des batteries. Philippe, s'il te plaît. Oui, merci Jean-Paul. Je vais un peu présenter l'appel au projet que BEBAT vient de lancer maintenant, laissons dire fin janvier. En fait, on a une expérience dans le domaine un peu du réemploi en tant que BEBAT, parce que comme vous savez, BEBAT est bien connu par radio-télé pour la collecte des batteries portables, mais BEBAT, avec son centre de tri, représente encore beaucoup plus. C'est-à-dire les 2-3 dernières années, BEBAT et Sorbat, son centre de tri, c'est aussi spécialisé dans tout type de batteries industrielles. Et ici, vous voyez un panoplie de tout type de batteries qu'on collecte en fait. Et dans les batteries industrielles, par exemple, les batteries de vélos électriques deviennent en tant que volume
quand même assez important avec le secteur de vélo qu'on a. D'autre côté, il y a tout type batteries industrielles qu'on collecte, des batteries qui sortent de machines, des outils et également de voitures électriques et de petit à petit aussi laissons dire, des camions ou des trucks électriques et aussi des bus électriques. Et les 2 dernières années, suite à une réglementation en Flandre, il y a aussi de plus en plus de ventes de batteries de stockage, batteries qui sont liées à des panneaux photovoltaïques en fait. Et ça représente déjà chez Bébat 30% dans le poids de batteries qui sont récoltées, par exemple, en 2022. Donc, c'est aussi, sans dire, un créneau de batterie qui va augmenter très fortement au niveau de l'Europe, puisque les batteries de stockage sont en fait un peu, ou qui suivent un peu en parallèle l'évolution ou la transition d'énergie, en fait. Et en fait, on aimerait bien lancer en Wallonie, comme on a fait l'année passée et l'année avant en Flandre et à Bruxelles, un appel à projet pour un projet ou plusieurs projets de réemploi de batterie. Et on ne se limite pas à un type de batterie parce qu'on sait que plusieurs types de batteries sont utiles à explorer pour le réemploi. Ça peut être des batteries de vélo, mais ça peut être aussi des batteries, par exemple, de véhicules électriques ou de bus électriques, en fait. Et donc, on recherche un peu des startups innovantes ou des consortiums dans lesquels il peut y avoir des personnes physiques ou des sociétés qui aimeraient bien lancer un projet dans ce domaine du réemploi. Bon, qu'est-ce que Bébat peut offrir? Il y a d'un côté évidemment son expérience qu'elle peut apporter avec son centre de tri, parce que depuis 5-6 ans, on a quand même évolué et on a aussi développé un know-how dans le domaine de tout ce qui est testing de batterie, que ce soit des modules ou des cellules. Et on travaille depuis quand même un certain temps aussi ensemble avec des sociétés qu'on vient de voir aussi dans les slides précédents, style des sociétés comme Audi ou AB ou Octave sont des sociétés avec lesquelles on travaille souvent ou avec lesquelles on a une expérience de testing de batterie, c'est-à-dire de tester un peu l'état de la batterie ou de la cellule quand elle sort d'une batterie de vélo. Et par projet qu'on retient, il y a éventuellement une subside maximum de 80 000 € qu'on peut obtenir. Et donc, ceux qui sont intéressés dans un projet peuvent l'introduire. En bas, là, vous voyez le link sur le site de Bébat où vous allez retrouver tout le règlement et le formulaire pour s'inscrire pour l'appel à projet pour la Wallonie, en fait. Et en principe, c'est jusque le 17 mars qu'on attend les projets. Par après, il y a une jury qui va se pencher sur les candidatures de projets et regarder celles qui sont les plus innovantes et qui représentent aussi quelque part un surplus pour l'avenir, parce qu'en fait, l'appel à offres, l'appel à projet pour nous est important pour voir si on peut trouver dans le marché aussi des partenaires à long terme pour travailler ensemble, puisque de plus en plus il y a du volume de batteries, de plus en plus on est obligé de un peu trier les batteries, ceux qui sont utiles pour le réemploi et le reste pour le recyclage. Mais ceux qui sont utiles pour le réemploi, nous, jusqu'à un certain niveau, on peut les tester et on peut les démanteler, mais on cherche des partenaires qui, éventuellement, avec ces modules ou ces cellules, peuvent en faire une nouvelle batterie dans le même ou dans une autre application. Souvent, ce sera dans une autre application parce que on voit bien que de plus en plus, ces batteries sont utiles et techniquement peuvent encore être réutilisées dans le stockage
d'énergie. Et si on regarde un peu ce qu'on a fait les dernières années en Flandre et à Bruxelles, jusqu'à présent, on a eu 3 projets à Bruxelles et 2 en Flandre. Et bon, ça nous amènera un peu trop loin ici dans les laps de temps qu'on a pour expliquer les 5 projets, mais j'en ai retiré 2 pour un peu expliquer ce que ces projets ont développé. Hein, parce que dans la plupart des cas, il s'agit qu'ils ont développé dans le projet une prototype et par après aussi, ils ont démontré que le prototype est parfaitement commercialisable en fait. Et donc, et il faut savoir que les 5 projets, ils ont tous réussi l'année passée. Il y en a 2 même qui ont créé une société et qui veulent avancer et qui veulent maintenant vraiment s'établir comme société commerciale et développer un produit basé sur une batterie de réemploi, en fait. Et un de projets, par exemple, le nom est déjà aussi tombé dans un des slides précédents, c'est Sunbat. Sunbat est situé dans la région de Gand, en fait, et c'est un peu se spécialiser dans des batteries qui sortent de bus électriques. Et en Flandre, il y a un grand fabricant assembleur de bus, c'est Van Hool, et c'est Van Hool qui a mis les batteries à disposition. Ce sont des modules ici qui ont été utilisés. Ils sont d'un trolleybus, parce qu'il faut savoir que Van Hool, depuis 10 ans, vend déjà des bus hybrides ou des trolleybus hybrides dans des villes européennes. Et en France, par exemple, à Metz, il y a déjà 7-8 ans que ces bus sont utilisés et dans le cadre de leur programme d'entretien, il était temps de remplacer les batteries dans ces bus et c'est en fait un lot de ces batteries qui ont été utilisées par Sunbat pour en fait créer une nouvelle batterie de stockage en fait et qui servira et qui est déjà vendue auprès d'un client qui va l'utiliser pour stocker de l'énergie en fait. Ici, le projet a été développé par Sunbat eux-mêmes en collaboration avec la KUL située à Gand et qui est un peu aussi spécialisée dans le testing de modules en fait. Et donc ici, vous voyez, en fait, ce sont des trolleybus qui avaient 7-8 ans et qui, dans le plafond ici du bus, on a remplacé les batteries et c'est Sunbat, en fait, qui les a transformés, qui a reprogrammé le BMS de ces batteries, en fait, et qui a créé une batterie de stockage d'énergie. Mais ce sont des batteries qui, dans l'avenir, peuvent aussi être utilisées, par exemple, pour charger des véhicules électriques, par exemple. Ils ont réussi à installer la première batterie. Ils sont occupés maintenant à installer une deuxième batterie auprès d'un deuxième client. Et ils ont le but de continuer à travailler avec Van Hool, mais ils ont déjà aussi pris contact avec un autre assembleur de bus VDL qui est aussi intéressé en fait, parce que les batteries sortant de bus électriques sont les plus faciles à réutiliser puisque l'entièreté de la batterie peut être réutilisée. Il ne faut pas vraiment démanteler la batterie jusqu'au niveau de module. Et dans la plupart des cas, le BMS peut aussi être réutilisé en fait. Et un deuxième projet qu'on a eu, c'était à Bruxelles. Et à Bruxelles, il y avait 3 projets, mais ici, il y en avait un qui était quand même un peu bien spécifique, puisque le projet Bilmo, eux, ils voulaient créer une batterie un peu quand même un peu plus puissant pour alimenter un vélo cargo, des vélos cargo qui peuvent transporter entre 300 et 400 kilos. Donc, ce ne sont pas des petits vélos cargo, donc ce sont des vélos cargo qui avaient besoin d'une batterie quand même assez performante. Et ils ont utilisé des cellules, ils ont donc testé des cellules sortant de batteries de vélo. Et c'est sur base de ces cellules, en fait, qu'ils ont
créer une nouvelle batterie, en fait. Et pendant le projet, ils ont, laissons dire, développé le prototype de cette batterie et ils ont aussi arrivé à la commercialiser. Et le but maintenant, c'est d'intégrer cette batterie dans les vélos cargo que Bilmo fabrique à Bruxelles. Ils sont situés à Anderlecht sur le site de Resica, en fait, puisque là, ils ont une autorisation environnementale pour stocker des batteries usagées, en fait, d'un côté, et de l'autre côté, de fabriquer leurs nouvelles batteries. Donc, en fait, ce sont des succès qu'on peut dire qui, en 2 ans de temps, ont démontré qu'il y a quelque part un avenir, il y a un marché, et pour développer, c'est justement cette petite société-là que nous recherchons, puisque nous, en tant que BBAT et avec notre centre crédit, on va justement essayer de traiter le volume de batteries qui arrive chez nous et d'essayer de tester et de garder séparément ces batteries pour pouvoir les livrer à tous ceux qui, dans le marché, vont un peu aider à développer le réemploi. En fait. Ça, c'est un peu une présentation pour promouvoir l'appel à projet. Et on cherche vraiment les startups, sociétés au consortium en Wallonie sont le bienvenu. Vous pouvez vous adresser sur le site, vous allez retrouver tout, et aussi l'adresse email où vous devez vous envoyer votre candidature. C'est un peu notre présentation comme BBAT ici au sein de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Philippe pour ta présentation. Je pense que je vais vite clôturer. On aura un peu de temps pour des questions et des réponses. D'accord? Donc comme ça, on pourra aller dans les détails. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très intéressées à pouvoir te poser des questions. Donc on va passer à la dernière partie de cette présentation. Et il s'agit d'un programme mené par ma collègue Laetitia. En fait, Laetitia est la coordinatrice du programme d'économie circulaire qui s'appelle CIRCO. CIRCO est une association hollandaise qui est spécialisée dans l'éco-conception, mais très appliquée au marché. Donc, eux, c'est une association, en fait, une ASBL, qui est financé par le gouvernement hollandais, donc n'a pas de but lucratif, et qui utilise une méthode développée en collaboration avec le TU Delft. Donc le TU Delft est très axé entrepreneurship, mais aussi très axé circularité. Et comme ça, ils ont une très bonne base pour pouvoir co-créer avec des entrepreneurs des solutions innovantes, mais aussi soutenables. Donc qu'est-ce que c'est ce que Laetitia est en train de mettre en place? En fait, c'est ce qu'on appelle le CircoTrack. C'est quoi le CircoTrack? C'est développer un nouveau service ou produit sur papier. Donc, c'est rien de physique pour le moment. Et c'est un coach qui accompagne 10 entreprises pendant 3 jours. Et dans chaque entreprise, il y a 2 personnes, donc ça nous fait 20 personnes. Et c'est normalement des personnes des représentants des entreprises qui travaillent en innovation, travaillent dans le business, et ont quelque chose à voir avec le développement de produits, mais aussi avec la relation avec le client. Ils savent un peu ce que le marché veut, mais ils savent aussi leur propre, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent livrer. Et donc, ils se mettent ensemble, et l'idée, c'est que en faisant ça de façon très agile, pendant 3 jours espacés, chaque session est espacée par 2 semaines, ça permet aussi d'échanger, de co-créer. Et souvent, il y a des bonnes solutions qui sortent des interactions entre différentes entreprises qui sont en chaîne de valeur, parce que certains sont les fournisseurs des autres, et comme ça, ils peuvent créer des solutions soutenables qui font du sens au niveau business. Donc, pour faire très court, c'est 3 jours. Un jour pour identification des opportunités, un autre jour développement de la solution circulaire, et finalement un plan d'action et faisabilité.
Et cette association dit que en fait, ils ont déjà déployé ce type de track déjà plus de 1000 fois avec plus de 1000 entreprises, avec un 75% de succès. C'est-à-dire que de ces 1000 entreprises ou plus, il y a au moins 750 cas concrets qui ont été censés ou les solutions développées pendant ces 3 jours ont été mises sur le marché. Donc, très haut potentiel pour les entreprises. Et c'est basé en fait sur le fait d'éviter la destruction de valeur. Parce que chaque fois qu'on jette quelque chose, il y a une destruction de valeur. Donc ça, c'est la base. La base, c'est de garder les produits en utilisation, ceux de l'entreprise ou ceux des autres entreprises. Essayer de voir comment éviter de les mettre à la poubelle. Donc, pour en savoir plus, on organise le 9/3, donc au retour des vacances, un démo webinaire, donc online, où on va expérimenter les différentes activités qu'il y a dans un circo-track, pour vous mettre en cas très concret, et on va aborder un cas pratique autour d'une batterie. Hein. Donc, pour la suite, c'est en avril où il y aura les 3 jours de circo batterie. Et pour avoir le détail des dates, je vous demande d'aller sur le lien qui est ci-dessous, en fait, de faire une photo sur le QR code et aller sur l'agenda du pôle Mécatech. Parce que là, ce sera publié, la date exacte en avril, mais ça va être vers la mi-avril. Et on va aussi publier la date finale pour s'inscrire. Pour le moment, toute entreprise qui veut participer peut participer sans payer, c'est gratuit. Mais ce ne sera pas le cas pour toutes les activités, parce que c'est une organisation qui est quand même assez coûteuse. Donc, pour le moment, on a moyen de proposer aux entreprises wallonnes gratuitement. Et ce sera aussi avec un maximum d'entreprises. Donc, on peut accepter que 10 entreprises, pas plus. Et vous aurez les détails. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous au webinaire du 9, et là, on pourra vous donner de plus amples renseignements. Et sans faire plus, j'aimerais en fait clôturer ma partie, mais aussi, je voudrais ouvrir la session pour des questions et des réponses, et notamment pour ceux et celles qui voudraient poser des questions à Philippe, étant donné qu'il y a un appel à projet en cours. Donc, je vous laisse réagir, soit par chat, soit en levant la main. À vous de voir. Ok, je vois qu'il y a quelqu'un, Maïté Grissard. Oui, merci, bonjour à tous. Je suis consultante, donc je regarde plus, on va dire, je viens dans les entreprises pour garder un peu de recul, hein, donc je ne suis pas technicienne. Mais ici, dans la discussion, effectivement, ce côté, il n'y aura pas, même en recyclant, on n'arrivera jamais à avoir toutes les matières premières. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce que j'entends beaucoup, notamment dans l'aéronautique et l'aérospatiale, qui a comme solution unique l'hydrogène. Est-ce que vous pensez que l'hydrogène pourrait être juste aussi une solution à terme et un moyen de baisser cette demande en matières premières, ou est-ce que l'hydrogène, de la même façon que l'électrique, demande les mêmes matières premières? En fait, c'est une question vaste. Et, oui. Au niveau matières premières, c'est clair que tout ce qui est soutenable est beaucoup plus intense en matières premières que tout ce qui est pas soutenable. Donc, par exemple, si on compare une voiture électrique et une voiture à combustion interne, on remplace en fait l'utilisation du fuel qui est non renouvelable par des matières premières qui sont non renouvelables. Donc, l'intensité d'utilisation de matières premières est beaucoup plus élevée dans une voiture électrique que dans une voiture à combustion interne. La même chose si vous allez construire un avion qui va être avec des piles, ça va être un monstre. Hein. Avec les technologies qu'on a aujourd'hui, je ne vois pas comment un avion peut voler à l'électrique en ce moment, ne fût-ce que peut-être le Solar Impulse, qui est un avion de prototype, concept. Donc, pour le moment, la question ne se pose pas trop. Il y a des projets qui envisagent
justement des piles dans les avions, mais c'est pour remplacer les piles actuelles qui sont en plomb pour différents devices qui sont connectés. Mais mis à part ça, à ma connaissance, il n'y a pas encore des vrais des projets qui soient très concrets là-dedans. Ok, merci. Françoise Feder. Allez, Françoise, vas-y. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Françoise Peder de Material Mastery. J'ai une question concernant, en fait, donc j'ai lu le document d'appel à projet. En fait, nous aidons, nous sommes des consultants en innovation éco-design et on a des clients qui pourraient être intéressés en effet par la réutilisation de batteries dans le cadre résidentiel, donc dans le cadre de construction résidentielle de maisons. Donc, on a quelqu'un qui est potentiellement end-user hein, dans un projet pareil. Par contre, on n'a pas du tout aujourd'hui de partenaire technologique. Alors bon, le deadline est assez proche hein, puisque c'est le 17 mars. La question est un peu de savoir, est-ce que dans un cas comme ça, on peut trouver facilement un partenaire technologique et alors j'imagine qu'il faut contacter les sociétés qu'on a vues là sur les slides à un moment donné qui travaillaient déjà sur des projets de réemploi, ou est-ce que vous pouvez nous mettre en contact avec certains partenaires éventuellement? Oui, nous, on connaît évidemment ceux qui ont déjà participé à des projets chez nous et qui ont déjà une certaine connaissance. Parce que d'ailleurs, un des projets qui a eu lieu en Flandre, c'était aussi avec le end user, en fait, parce que là, il s'agissait de réutiliser les cellules de batterie de vélo pour fabriquer une batterie utile pour l'éclairage et la signalisation pour les entrepreneurs routiers et c'est aussi dans le bâtiment. Donc, ils utilisent pas mal de signalisation et d'éclairage pour ça. Et là, il fallait une batterie rechargeable. Ils en ont créé une avec des cellules sortant de batterie vélo. Et donc, c'était déjà aussi avec l'entrepreneur qui les utilise, qui était dans le projet, en fait. Mais on peut toujours, si vous dites, vous mettre en contact avec quelques de ces sociétés, en fait, qui sont déjà occupées avec, laissons dire, des batteries et qui ont une connaissance de testing pour développer un produit de batterie, en fait. Ok, d'accord. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, vous pouvez de toute façon les envoyer par email ou via LinkedIn, on peut se connecter. Mais s'il n'y a pas de questions, j'aimerais clôturer la session et vous remercier à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre tout le développement qui se passe via les médias sociaux et aussi rester connecté via l'agenda du pôle Mécatech. Il y aura pas mal d'activités concernant les batteries, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'éco-design dans des cas très, très nouveaux qui sont loin de ce qui est toujours publié. Donc, ce sera surtout dans des cas nous, on va parler surtout de tout ce qui est à voir avec l'industrie lourde, donc tout ce qui est métallurgie, tout ce qui est industrie mécatronique et tout ça. On va voir et on va aider toutes les entreprises qui sont intéressées à innover de façon soutenable et à faire de l'éco-design dans ces secteurs qui sont très capricieux à cause de sa complexité. Donc, merci à tous. Jean-Paul, nous avons encore une personne qui lève la main. Oui. Nous avons Tim qui lève la main. Oui, qui ça? Oui, je me permets de lever la main en réponse à Madame Speder. On est la société Dorema qui avons travaillé avec Bilmo sur la partie technologique et développement de la batterie. Donc si vous cherchez des partenaires technologiques, on est disponible. D'accord. C'est excellent. Tim, c'est le nom de la société, c'est comment? DAUREMA. Okay. Est-ce que ce que je propose, c'est vous mettre en contact. Moi j'ai les emails de vous deux. Donc, après l'appel, je vous mets en contact. Très bien. Merci Jean-Paul. Merci Tim.
C'est très bien. Bonne journée. Donc, quelqu'un d'autre a une question, remarque à faire? Sinon, je propose alors de lever la session et on reste en contact via les médias sociaux, email et compagnie. Une bonne après-midi à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi, au revoir.